Bonjour à tous et merci d'être venus en cette matinée ensoleillée. Et donc directement pour entrer dans le vif du sujet, Dalila, tu as été donc à Madagascar, c'est la première fois je pense. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Et donc justement dans le cadre de cette expérience, peux-tu nous raconter un peu comment est-ce que tu vois justement Madagascar, l'expérience que tu as eue ici? Vaste question, Elie, là tu... Madagascar. C'est la deuxième fois que je viens à Madagascar. Je suis venue il y a 30 ans. Donc je ne suis pas si jeune. Donc il y a 30 ans déjà, c'était une expérience vraiment très intense. J'étais une jeune qui prenait son sac à dos pour aller voyager et avec un ami, mon meilleur ami, on s'est dit tiens on va aller où? On a regardé une map monde, on s'est dit tiens cette île elle a l'air sympa là. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Madagascar sans savoir où on mettait les pieds. Donc c'était très intense. Et là, je me rappelle, ça avait été un voyage qui m'avait traumatisée, mais qui m'avait aussi formée dans le sens intellectuel, qui m'avait fait réfléchir à ça voulait dire quoi voyager, qui m'a fait réfléchir à plein de choses. Donc c'était quand même enrichissant. Et après, quand on m'a proposé cette résidence, je me suis dit tiens, ça m'a fait tout de suite penser à ce voyage en me disant je vais transformer l'essai. Cette fois, je vais pas venir à Madagascar juste pour passer comme touriste, mais je vais rester, je vais vivre là-bas et c'est différent. Merci à la Fondation H de m'avoir invité en résidence. C'est une résidence qui est très difficile. Parce que Tananarive, c'est pas facile comme ville, donc je pense que tout le monde est au courant. C'est une ville très spéciale où, par exemple, le soleil se couche à 18h, ça c'est pas grave. Il a le droit de se coucher à 18h. Mais le problème, c'est qu'à 19h, on peut plus être dans la rue, quoi. Donc les espaces sont très restreints, les espaces où on peut circuler. Et ça, c'est très perturbant quand on vient d'un pays où on peut marcher dans la rue à n'importe quelle heure et que tout d'un coup, on est cantonné, on doit être dans son hôtel. Je pense que cette difficulté de circulation, ça empêche aussi la fluidité des rencontres. Parce que forcément, tu peux pas rencontrer les gens... comme si tu étais dans une ville où le transport c'est facile. Donc je trouve le déplacement à Madagascar, de manière générale, que ce soit à Tana ou dans le pays, c'est vraiment très très perturbant, contraignant et ça modifie beaucoup le rapport qu'on peut avoir aux gens et à tout, quoi. Aussi d'être confronté à la situation à Madagascar qui est une situation... historique déjà Madagascar est dans une situation historique. Moi je viens de l'Algérie, je suis algérienne, donc il y a un parallèle à faire avec l'Algérie parce que l'Algérie c'était aussi un pays colonisé par la France qui a vécu l'indépendance, maintenant qui vit son indépendance et tout ça, sans être dans la comparaison. Alors ce qui m'a connecté directement avec l'Algérie, c'est le premier jour je suis allée visiter le palais de la Reine. Donc j'ai découvert les reines de Madagascar et la dernière reine qui a été exilée en Algérie en 1896 et qui est morte là-bas. Et là j'étais vraiment super intéressée par cette connexion directe avec l'Algérie. Et je me suis dit tiens, quand je serai en Algérie, je vais chercher où elle habitait, ses traces. Est-ce que quelqu'un connaissait la reine Et puis voilà, donc la première œuvre que j'ai fait qui m'a inspirée, c'est un portrait de la reine. Donc là, c'est une œuvre qui est pas finie, qui est encore en train de se faire. Mais c'est le portrait de Ranavalona III. Et j'ai vu ce portrait d'elle comme une petite fille bien sage. Alors il y a les Madagascar, c'est aussi les contrastes qui sont très 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 forts. Donc c'est une reine, mais sur la photo, on dirait une petite fille. Avec ses belles robes de princesse et tout ça. Donc c'était la photo de la reine, il y a vraiment quelque chose de bizarre dedans, c'est pour ça que je voulais travailler dessus. L'histoire de Madagascar avec l'histoire de la colonisation et l'histoire d'aujourd'hui avec politique qu'il y a aujourd'hui à Madagascar, pas que dans Madagascar mais dans le monde, c'est-à-dire l'exploitation
sans fin quoi, de ce territoire à tous les niveaux. Que ce soit à Madagascar ou dans le reste du monde, c'est cette histoire. Mais à Madagascar, ça prend des proportions hallucinantes, quoi. Donc c'est ça qu'on voit quand on vient de l'étranger. Si on reste à Tana, si on ne va pas directement sur une plage avec les cocotiers et tout, dans son hôtel bien en sécurité, forcément on voit ça. Et j'étais venue avec ma fille, elle l'a encore plus vu que moi, elle l'a vécu d'une façon très très dure. J'ai même cru qu'elle allait faire une dépression. Parce que le soir, des fois, elle pleurait, tellement elle ne supportait pas de voir les enfants dans la rue. Elle ne supportait pas de voir les chiens malades dans la rue, parce qu'elle aime beaucoup les chiens. Et en France, le chien, c'est vraiment l'ami de l'homme. On le chouchoute, c'est le doudou, quoi. Et là, de voir les petits chiens malades, elle voulait tous qu'on les prenne dans l'hôtel. J'étais, non, c'est pas possible. Et voilà, donc on est obligé de se blinder. Et même quand tu restes 2 mois, tu te blindes et tu commences à être dans cette indifférence. Mais c'est pas une indifférence, c'est je veux pas voir. Mais tu veux pas voir, mais c'est toujours là quand même. Et le soir, quand tu sors à 22h, il y a une autre dimension qui s'ouvre où tu vois Tana la nuit avec le gouvernement de la nuit. Moi, j'appelle ça comme ça. Il y a le gouvernement du jour et le gouvernement de la nuit. La nuit, c'est différent. Il y a des gens qui errent. Les enfants qui sont dehors alors qu'ils devraient être au lit. Voilà. Bon, il y a tous ces trucs qui sont pas normaux et qui, quand tu viens à Madagascar, quand tu viens de l'étranger, tu n'es pas blindé à cette indifférence, forcément ça te saute aux yeux, quoi. Et donc ça c'est omniprésent. Et après la résidence, c'est aussi la découverte d'une culture, mais on n'a pas le temps vraiment de découvrir cette culture parce que c'est des codes différents, la manière de communiquer c'est pas du tout pareil que nous. Donc ça c'est aussi perturbant parce qu'on comprend pas bien. C'est pas qu'on parle pas la même langue, parce que oui, on parle pas la même langue des fois mais quand on parle le français, quand le français est partagé, on parle quand même pas la même langue parce qu'on n'a pas la même façon de dire les choses. Et c'est vrai que moi, je comprenais pas les gens. Alors moi j'insiste, je suis vraiment comme la petite bête qui te lâche pas là. Donc plus j'insiste et moi je comprends parce que donc là après on m'a dû m'expliquer. Oui, mais tu comprends ici. Ouais, les gens ils disent jamais non. Ouais, d'accord, mais et où il y a d'autres choses, il y a l'évitement, puis c'est difficile, c'est une société opaque, je trouve. Mais l'opacité est une force. J'aime beaucoup Aimé Césaire et Édouard Glissant et tout ça. Bon. Et il parle d'opacité. L'opacité, c'est une forme de résistance. C'est vraiment une forme de... Donc, l'opacité dérange les gens qui sont d'ailleurs parce qu'ils ne peuvent pas te pénétrer, quoi, en fait. Alors, pénétrer, c'est dans les deux sens. C'est pénétrer et pénétrer. Ça peut être le viol aussi. Donc, l'opacité empêche de voir, empêche de t'analyser. Donc, c'est une forme de résistance. Donc moi, je suis pour le droit à l'opacité, c'est-à-dire, non, je ne te laisse pas tout voir, c'est mon droit d'être opaque. Et je trouve à Madagascar, cette opacité est vraiment incroyable, quoi. Il y a une et c'est là où je vois la résistance de ce pays, dans sa manière à avoir pu conserver cette opacité. Et je suis sûre que même si je reste 1 an, je ne pourrai pas atteindre il y aura quelque chose où je pourrais pas traverser des couches, quoi, parce qu'il y a cette résistance. Donc ça c'est une grande force, mais pour l'étranger, c'est dans la culture dans laquelle on est de tout voir, tu vois. Maintenant on peut voir tout ce qu'il y a sur les portables, on peut voir tout, les satellites ils voient tout, etc. Il y a une culture occidentale du viol permanent, de tout voir, tout pénétrer, d'avoir le droit de tout voir. C'est pour ça qu'en France, par exemple, avec l'Algérie, il y avait l'histoire du voile. On voulait absolument dévoiler les femmes, et il fallait que les femmes enlèvent leur voile, quoi. Donc ça devient complètement... c'est hallucinant parce que tu es là, bon, qu'est-ce que ça peut te faire que cette femme elle porte un voile ou pas ? Laisse-la tranquille. Non, ça devient une histoire politique au plus haut niveau. Dès qu'il y a une femme qui met un voile quelque part,
il y a un débat à l'Assemblée nationale. Mais en fait, derrière ça, il y a cette volonté, c'est-à-dire la domination, elle sera totale quand tu enlèveras ton voile, quand tu seras à poil parce que j'ai décidé que tu seras nu. Et tant que c'est pour ça qu'à Madagascar aussi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est cette opacité. Donc il faut l'accepter, même si ça t'empêche d'accéder à tout. Et puis ces traditions, même si je suis sûre que beaucoup de traditions étaient perdues et que la culture elle s'effrite peut-être un peu, mais quand même elle est incroyable quand on vient de l'étranger. Même moi qui suis en Algérie, il y a aussi beaucoup de traditions en Algérie, mais l'Algérie a perdu énormément, et plus que Madagascar. Madagascar, ils ont su garder des rituels qui sont absolument extraordinaires, hein, comme le soin apporté au corps, les vêtements qui sont... dès qu'on est sur la route, on voit les gens, le matin, ils ont tous leur couverture sur eux. Donc on sent qu'il y a quand même... les aspects sacrés de plein de choses et tout ça, donc ça c'est encore très vivace. Et voilà, ça c'est vraiment le côté fascinant où je trouve que là Madagascar a vraiment quelque chose à apporter aux autres que les autres ont perdu, hein, parce que on a perdu énormément à cause des guerres, des colonisations et tout. Et Madagascar a encore su garder des choses du sacré, des connaissances. Une connaissance qui n'est pas de la connaissance occidentale, ce qu'on appelle la connaissance occidentale, qui est très précieux, parce que le monde a besoin de ça aujourd'hui, quoi. Le monde est en danger, et ce qui pourra sauver le monde, c'est ce genre de connaissance. Par exemple, le statut du corps. Est-ce que le corps c'est un objet, ou est-ce que dans le corps il y a une sacralité? Pourquoi ce soin au corps quand les gens sont morts? Tu vois, et ça, c'est une connaissance qui peut aider les autres sociétés occidentales à dépasser les crises qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quoi.